Personne qui fait un burn-out, elle va faire une connerie. Elle va aller faire un bilan de compétences. C'est une connerie, ça. Pourquoi ? Parce que dans 9 cas sur 10, on va te dire dans quoi t'es compétent. Imagine, regarde, moi je m'appelle Théo, je suis vétérinaire, je suis super compétent dans mettre ma main dans le cul d'une vache et diagnostiquer le cycle ovarien. Super compétent, puis c'est super agréable. Ouais, t'as fait des études de ça. Mais ouais. C'est normal que t'es compétent. Mais ouais, puis tu sais, quand t'as froid l'hiver et que t'es bien dans le cul d'une vache. Et là, on va faire une étude métier, on va te dire, bah monsieur, vous pouvez devenir inséminateur bovin. Voilà. Et bah tu peux être sûr et certain que 6 mois après, je refais un burn-out. Je sais pas parce que je suis compétent que j'aime ça. Si j'y vais avec les pieds dans le plomb à chaque fois au travail, je vais me fatiguer beaucoup plus que si j'aime quelque chose mais que je n'ai pas la compétence. Quand tu aimes quelque chose mais que t'es pas compétent, la compétence elle vient vachement plus vite. Tu vois, quand j'étais petit, moi je voulais faire de la batterie. Mes parents voulaient que je fasse du saxo. Je te jure que j'ai galéré à faire du saxo. Ils t'ont pas laissé faire de la batterie ? Non. Oh, Non, ça faisait trop de bruit, ça faisait trop de machin. Donc... Oh, mais ils ont décidé un instrument pour toi. Oui. N'importe quoi. Donc j'ai fait du ça saxo. dingue. Je trouve ça dingue. Et le saxo, ça fait que j'ai galéré à le faire. Ouais. J'aimais pas. Bah oui. Et puis, arrivé à 16 ans... Saxo en plus, c'est... Arrivé à 16 ans, là j'avais fini mes classes de saxo, et tu vois, j'avais encore en tête la même chose que quand j'avais 5 ans. J'ai dit, bah maintenant je vais faire de la batterie. En 2 ans, j'avais le niveau équivalent de mes 10 ans de saxo. Parce que quand t'as de l'appétence, la compétence vient vite. Donc au lieu de faire un bilan de compétence, faites un bilan d'appétence. La compétence viendra, l'apprentissage viendra très vite. Et ce bilan d'appétence, qu'est-ce que tu recommandes pour le faire ? Nous on a un partenaire qui est top. Il y a un vrai truc ? Okay, ouais, ça existe. On a un partenaire, ça s'appelle So Many Ways. C'est une nana géniale qui a monté ce principe. D'accord. Et on envoie beaucoup de personnes chez eux parce que ils sont vraiment cool, quoi. On a aucun lien commerciaux avec eux, hein. Je dis pas ça, on n'a pas de liens commerciaux. Moi j'en vois que sur les top références. Donc So Many Ways, on a des avocats qui sont devenus kinés, on a des personnes qui sont devenues artistes peintres, on a une juriste qui est devenue fleuriste, parce que ils te font un bilan où on va te dire qui tu es, qu'est-ce que t'aimes. Ok, si t'aimes et qu'en plus la compétence tu peux l'acquérir facilement, ok, on va voir comment tu rentres dans ton business, ok, génial. Le reste de ta vie t'es sur des rails. Donc ça c'est la deuxième partie, faire un bilan d'appétence. Nous, si tu veux, on aura préframé le truc en amont. À l'intérieur du Quick Change, du programme, pendant tout un mois. Ça s'appelle Quick Change, ton programme. Ok. À l'intérieur. Où est-ce qu'on peut le retrouver ? Sur online, quick-change.net. D'accord, Quick, c'est... Non, Q-U-I-C-K, Change, C-H-A-N-G-E.net. À l'intérieur du programme, ce deuxième mois-là, on va te dire, ok, on a travaillé ta partie psy, maintenant on va regarder qui tu es réellement, justement quand t'as pas ces injonctions, sois fort, fais plaisir, etc. Quand tu veux pas plaire aux gens. Déjà, tu débranches le fait de plaisir et le machin. C'est ça. Ok. Le deuxième, tu es qui en fait, toi ? Tu es qui ? Qu'est-ce que t'aimes ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Une fois qu'on a fait ça, troisième partie, et c'est là, donc on travaille sur la gestion du temps, sur le qui tu es. Troisième partie, troisième et dernier mois. Les 2 premières parties seraient super si et seulement si tu vivais dans une grotte. Le problème, c'est qu'en face de toi, tu as des gens. Et des besoins économiques, peut-être qu'ils se disent il faut quand même que je gagne ma vie entre-temps. Mais surtout, tu as un truc qui va se passer, et ça, c'est Vislar. Ouais. Ce qui va se passer, c'est que quand tu changes, les gens, ils n'aiment pas trop ça. Ouais. Donc, les 2 premiers mois sont des mois de changement. C'est des mois où tu vas réapprendre ce qu'on appelle l'égoïsme salutaire chez nous. C'est d'abord, je vais penser à moi, pour pouvoir ensuite redistribuer mon énergie. Mais quand tu as Martine qui disait toujours oui à tout, et du jour au lendemain, elle dit non. Ça fait chier son entourage. Ça fait chier son mari, ça fait chier ses enfants, ça fait chier ses collabs, ça fait chier ses clients. Ouais, parce que tu les as nourris à ça. Habitués à ça. T'as tout compris. Et tu... Bon, tu me diras comment je suis très intéressé de savoir ce que ça donne, mais je suppose que tu perds beaucoup de personnes dans ton entourage qui refusent que tu sois plus le petit toutou bon à tout que tu étais avant. T'en perds pas tant que ça. Ouais. Parce que je vais donner un exemple très simple. Un exemple vétérinaire. Pour tous ceux qui ont déjà eu ou qui ont un chien chez eux, vous allez vraiment comprendre. Quand tu rentres en relation avec quelqu'un, tu installes des règles. Des règles tacites. C'est comme quand tu as un chien et que tu es à table en train de manger et que le chien, tu lui donnes pour la première fois un petit morceau de viande ou un petit morceau de poulet. Le chien, il comprend qu'à chaque fois que tu te poses, il aura le droit à son petit bout. À chaque fois que tu lui demanderas quelque chose, tu lui diras oui. Là, c'est pareil, tu imagines avec un humain. Du jour au lendemain, tu fais ton burn-out, du jour au lendemain, ton chien, t'en as marre qu'il vienne, qui te saoule à midi à table. Qu'est-ce que tu vas décider ? Tu vas décider de changer et tu ne vas plus faire ça. Dans un premier temps, quand tu ne vas plus faire ça, l'autre en face, ton enfant, ton mari,
tes clients, Ou ton chien. ou ton chien, Ils vont toujours demander la même chose. ils vont vouloir faire en sorte que tu reviennes au même endroit. Donc ils vont être Hmm. exubérants dans leurs demandes. Ils vont râler, ils vont crier. Le chien, il va se mettre à aboyer, à Ouais, japper donc ça, pour que tu tu craques. prépares les gens au fait que ça va arriver. Exactement. Donc nous, ce qu'on va faire dans la troisième partie, on va les blinder dans les techniques d'interaction sociale. On va leur donner des vrais outils de relations interpersonnelles. Comment faire des demandes. Le mec qui te dit j'ai pas de reconnaissance, on se rend compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne sait pas demander. Des outils de gestion de C'est pas conflit. demander Il la sait pas demander reconnaissance, une augmentation, il sait pas demander un compliment. exactement. Qu'est-ce que tu as pensé de mon travail? Exactement. C'est pas demander à se faire reconnaître. Il sait pas faire. Ou alors il n'entend pas les signes de reconnaissance. Exactement. Ouais. Donc nous, on va lui donner, on va vraiment faire un art martial de la relation interpersonnelle. C'est comment je gère un conflit, comment je gère une négociation, comment je demande, comment je prends ma place en fait, comment j'apprends à dire non. On a des outils de relations interpersonnelles, de linguistique, qui vont permettre d'être à l'épreuve des balles face à n'importe quel type de profil en face de toi. Un manager qui te faisait peur, tu n'as plus peur de lui, ensuite tu sais quoi lui répondre précisément pour le désarmer, faire en sorte que, ok, maintenant on est d'égo à égo, on va pouvoir parler. Et ça, c'est à mon sens le troisième outil ultra indispensable pour s'assurer qu'il n'y a plus jamais de burn-out. Donc premier, mental, psycho. Deuxième, gestion du temps et qui je suis, qu'est-ce que je veux. Troisième, relation aux autres. Une fois que tu as ça, T'en répètes? Donc, premier, on va travailler sur la psycho. mental, psycho. Ok. Mental, psycho. Deuxième, gestion du temps, donc l'équilibre Ouais. de vie, et puis qui je suis. Qui Et je suis, la ok. repersonnalisation. Tu mets- Troisième, moi ouais, je vais bien, maintenant j'ai changé, les autres relation veulent pas. interpersonnelle. Voilà, Donc savoir mettre des limites, c'est ça. savoir demander, C'est ça. savoir Savoir déléguer. déléguer. Tout ça, c'est dans la troisième partie. Ok. Et on a des gens qui, ok, bah voilà, maintenant ma vie elle est équilibrée, j'ai plus peur des uns et des autres, je sais dire non, je sais prendre ma place, donc on me reconnaît. Ben voilà. Et en plus, je suis sur le bon rail au niveau de ma vie. Voilà, c'est cool. Cool. On retombe pas. Et du coup, si on revient par exemple à ce que tu disais par rapport aux personnes qui sont immunisées contre le burn-out, qu'est-ce que tu décrirais comme profil? C'est ça ce qui te parlera, c'est l'enfant rebelle. Ouais. L'enfant rebelle, c'est un enfant qui est la 8e merveille du monde. Ouais. Qui est, il fait ce qu'il veut, il connaît pas les règles, il connaît pas les normes, il s'en fout du regard des autres. C'est le king, c'est le roi. Donc il tombera jamais en burn-out. Okay. Il est déjà parfait, il n'y a pas besoin de faire plus. Ok. Qu'il fasse une bouse, qu'il fasse un truc génial, il est parfait. Mais là, tu décris un côté un petit peu peut-être arrogant et. Ou pas, tu sais, dans sa nature, Ouais. il peut être arrogant, juste dans sa tête, il sait qu'il est parfait. C'est pas forcément. Il est suffisant au moins. Ouais, exactement. Ouais. Il sait qu'il est parfait, donc il ne se remettra pas en question. Mm. Un enfant qui est, tu vois, l'enfance, c'est l'âge de l'égoïsme. Je répète ça, l'enfance, c'est l'âge de l'égoïsme. C'est l'âge où tu dois chier au milieu de la cuisine et avoir des parents qui disent « Bravo mon petit, c'est bien !» J'exagère le trait, mais pour que tu comprennes que, bien sûr, tu dois mettre des limites, bien sûr, tu dois mettre des normes. Mais pour que tu comprennes que si tu veux arriver dans l'âge adulte et savoir te faire respecter, la chose à faire, c'est toi bien te traiter d'abord. Ne jamais te laisser marcher sur les pieds. Donc, un enfant à qui on apprend à ne pas être égoïste, mais à d'abord penser aux autres avant de penser à lui, c'est une catastrophe. L'enfance, c'est l'âge de l'égoïsme. C'est l'âge où je dois tester, explorer et avoir des parents qui te disent super, génial, bravo. L'extrême, ça peut donner un enfant arrogant, ça peut donner un adulte arrogant, méprisant, qui écrase les autres. Donc tu vois, ce dosage, il est pas évident à trouver. Mais quand même, l'enfance, c'est l'âge où... Mais sans rentrer dans ce cliché de gars qui se prend pour le king, c'est quoi une personne saine, mais qui est complètement immunisée contre le burn-out? Personne saine qui est immunisée, c'est une personne qui sait marquer ses limites. Qui se connaît suffisamment pour pouvoir dire ça c'est ok, ça c'est pas ok. Ok. Ça c'est ok, ça c'est pas ok. Et c'est une personne qui se rend compte que sa vie c'est pas que le travail. Okay. Ou sa vie ce n'est pas que ses enfants. Un jour mes enfants ils quitteront le nid et moi je continuerai à vivre. Qu'est-ce que je vais faire? Et typiquement, si tu devais donner un exemple au travail, celui qui tombe pas en burn-out, ça donne quoi quand son boss il demande toujours plus? Ben, il va dire ok, je vous entends, mais je peux pas. C'est pas possible, je ne peux pas. Quand tu es salarié, tu es un marchand en fait. Ça, c'est vraiment un truc, mais tu sais, ben, je reviens de Malte et je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est évident. J'entends un Maltais, je discutais justement, je faisais des conférences sur le burn-out là-bas, et j'entends un Maltais qui dit, tu sais, nous Théo, on arrive au boulot très tôt à Malte, mais à 17h, on rentre chez nous. Et tu sais ce qu'on fait à 17h? On prend notre laptop et on le ferme.
Et là, je fais, ah ouais, c'est marrant parce que nous, en France, en Europe, mes clients, ils font pas ça. Ouais. Eux, même à 17h, ils rouvrent le laptop, etc. Et là, je me dis, mais attends, quand tu es salarié, qu'est-ce que tu fais? Tu vends une main-d'œuvre. Tu es le marchand et tu négocies avec ton employeur le prix de ta main-d'œuvre. 10 heures de travail par semaine, par jour, égale temps. Pourquoi je vais te donner des cadeaux gratuits en rentrant chez moi? Pourquoi je braderais un truc? C'est comme si demain tu vas acheter un pull dans un magasin, on te dit bah attends, bouge pas, je vais t'offrir en plus un pantalon, un truc, un machin. Quelque part, tu connais ta valeur, tu connais celle de ton temps. Exactement. Et là, un prix de négociation que tu as accepté, hein. C'est win-win quelque part. Exactement. Du coup, mais par contre, tu donnes pas des heures gratuites. Mais voilà, exactement. Il y a ça. Exactement. Le deal, c'est le deal en fait. Tu respectes le contrat. On en revient à la notion de contrat. Tu reviens au contrat, ouais. tu restes dans les règles, et puis tu as cette capacité relationnelle. De le dire en fait. Tu vois, je reprends l'exemple du chien. Si le chien, tu ne lui donnes jamais le petit morceau de viande, il viendra jamais te casser les couilles à table. Et en fait, c'est des gens qui finalement, face à un même manager que celui qui est en burn-out pourrait appeler ouais, il est trop stressant, machin, il aurait aucun problème parce qu'il va jamais lui donner le petit bout de gras en fait. Il va jamais être gentil. La gentillesse, il sait dire simplement bah là, non, là, je peux pas. Ouais, je peux pas. Et peut-être qu'en fait, il va même pas se justifier. Il n'y a pas besoin. Je ne peux pas. Et le manager fait OK, il trouve une autre solution. Soit il le délègue à une autre personne de l'équipe, soit il prend à sa charge, soit il élimine le projet, soit il le met plus tard dans la queue. Enfin, il y a plein de solutions. Si tu as un mur sur lequel tu n'as aucune prise, tu peux pas t'accrocher à quoi que ce soit. Si tu te justifies, il y a peut-être une prise et je vais aller dedans. D'ailleurs, en analyse transactionnelle, dans la notion des jeux psychologiques, qui est une des notions qui m'est la plus chère. Je suis en train d'écrire un livre. Trop bien. Sur les jeux psychologiques, car le livre d'Eric Berne nous a semblé perfectible, on va dire, sur cette notion-là. Tu sais, tu as un point faible. Et pour que le jeu psychologique marche, il faut que l'interlocuteur ait ce point faible. Bien sûr. Donc s'il n'y a pas de point faible, il n'y a pas de jeu. Bien, c'est ça. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que les gens qui sont immunisés au burn-out, ils n'ont pas ce point faible-là, ou du coup des 3 drivers, où le burn-out vient s'accrocher. C'est ça. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de truc. Faible. Je me mets au centre du truc. Et la valeur de la personne ne découle pas de son travail, d'une part, de l'appréciation des autres, donc le plaisir, ça. De la note qu'il a eue, donc de la qualité de son travail, donc soit parfait, et de sa capacité à encaisser plus de charges, donc du soit fort, quoi. En fait, c'est décorrélé, sa valeur, elle est... D'où l'importance d'avoir une vie professionnelle, sociale, familiale, personnelle et couple équilibré. Ouais. Si ça merde dans ta vie professionnelle, mais que ta vie sociale, elle est géniale, ta vie de couple, elle est géniale, t'as une famille au top, et que toi, t'es un passionné de bowling, de fléchettes, etc., bah, c'est juste une des sphères de ta vie qui déconne. Sur 5. Exactement. Mais si tu mises tout sur la vie sociale, sur la vie professionnelle, le machin, et que tu oublies tout le reste, quand ça merde dans ta vie pro, il n'y a plus personne. Et là, quand tu me dis ça, tu vois, j'ai une intuition qui me vient. Probablement, ces gens-là performent même mieux au boulot au final. Parce qu'ils ont pas il n'y a pas cet enjeu aussi fort. Ah bah oui. Donc, t'es moins à même de faire une boulette professionnelle grave, une sorte d'auto-sabotage, pour justement échapper à la pression, pour pouvoir... Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, souvent c'est le cas. En fait, quand il y a moins d'enjeux, il n'y a pas de jeu psychologique. Exactement. Y a pas de... Je suis entièrement d'accord avec toi. Il n'y a pas ce côté victime-bourreau et puis on... Quand tu sais, en fait, quand tu sais que le chien, à un moment donné, il va venir te casser les couilles pour aller te demander un petit bout de poulet, tu le regardes même pas, t'es le chef, c'est toi qui installes la règle. C'est pas ton manager, c'est pas ton chien, c'est toi qui installes la règle. Il y aura pas, en fait, de petits bouts. Jamais t'auras prise sur moi. Parce que si jamais, à un moment donné, j'ouvre la porte et je te donne un petit truc, bah toi, t'as compris que tu peux le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit aussi sur les narcissiques ou les pervers narcissiques. Ça existe, le narcissisme, hein, parce qu'il y a tout un débat. Il y a des gens, j'ai déjà eu une personne en podcast qui m'a dit que ça n'existe pas. J'ai dit là, si ça existe, mais c'est juste qu'il y a des gens qui sont complètement immunisés au narcissique. Genre, ça ne les a. Alors, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui sont formés, qui savent reconnaître le narcissique et qui savent exactement comment interagir de façon à poser des limites et à pas du tout rentrer dans le jeu. Ça, c'est le niveau masterclass.
Mais il y a des gens qui, qui n'ont jamais été formés, qui savent même pas ce que c'est, mais dans leur psychologie, dans leur éducation, ça les atteint même pas. C'est genre, ça rebondit comme une balle de ping-pong. Parce qu'ils sont centrés sur eux. Voilà. Tu vois, c'est marrant parce que... Et ça, je trouve ça génial aussi. On a mis un add-on justement dans le Quick Change qui était détecter et réagir face aux personnalités toxiques. Ok. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, il y a des gens autour de nous qui sont toxiques, il faut pouvoir les repérer. Parce qu'on n'est pas tous immunisés par rapport à ça, mais si je repère des trucs, je sais comment réagir par rapport à ça. Et en général, on va, sans rentrer dans de la caricature, c'est les 3 mêmes drivers qui font que les personnes toxiques, elles ont de la prise. Hein. Fait plaisir, le plaisir, souvent, il est là. Ouais. Fait plaisir, il est là. Puis moi, je me diminue. Et soit parfait, ça aide pas non plus. Aussi, ouais. Moi, je me diminue par rapport à l'autre. L'autre, c'est mieux que moi, ce qui est bon pour moi. J'accepte. Je rentre dans le jeu de la manipulation, c'est foutu. Je dois faire plaisir pour ne pas être abandonné, donc je commence à faire un petit peu, plus. L'autre me manipule, me renvoie dans tous les sens, et sinon, il menace d'enlever son affection. Fait plaisir. Et sois fort aussi, donc je dois encaisser tout ce que l'autre me demande. Ça m'éclaire sur un truc, tu vois, et je pense que c'est la première fois que je l'entends comme ça, mais c'est ouf, en fait. Là, je viens d'avoir une lumière qui vient de s'allumer. Merci. Mais c'est souvent ce qui va se passer dans le rapport d'une maman avec son enfant. J'ai tellement besoin de l'amour de moi, toi, ton enfant, que si j'en fais pas des caisses et des caisses, tu me fais une critique parce que je suis pas une maman assez bien pour toi, boum. Je peux me mettre tout seul dans cette nasse et faire de mon enfant, malheureusement, involontairement, un manipulateur. Exactement. Ouais. C'est ce qu'on appelle une symbiose en annexe transactionnelle. Quand 2 personnes sont en fusion malsaine, quoi. Ouais. Mais c'est moi, maman ou papa, le responsable de ça, parce que le gamin, il a rien demandé. Le gamin n'a rien demandé. Et ça me rappelle le type psychologique aussi, parfois, des gens qui sont dans une relation de couple toxique et qui disent non, je dois être fort, je dois pas casser mon couple parce que j'ai mes valeurs de famille, parce que j'ai la vision idéalisée de ce que ça doit être un couple qui reste ensemble toute la vie et les enfants vont grandir, papa, maman, ensemble, alors que le couple, il est complètement toxique. C'était une version antérieure de toi qui a peut-être accepté cette personne qui n'est pas saine, qui n'a décidé de ne pas travailler sur elle à un moment où toi tu avais moins de maturité émotionnelle ou autre de ta vie, que c'était acceptable pour toi, maintenant c'est plus acceptable, et pourtant tu restes dans ce fantasme de la petite famille dans la prairie et tu veux pas mais dégager cette personne qui est complètement toxique parce que tu veux que tes enfants voient grandir. Mais tes enfants, ils vont voir quoi ? Une personne qui se déteste ? Ouais, ou une personne qui se fait écraser par une autre ? Une personne qui n'accepte pas de se laisser aimer ou au contraire qui se fait mal aimer. C'est pire. C'est un sacré modèle pour l'enfance. Hein. Ouais. Et puis tu te ronges de l'intérieur parce que t'es pas heureux en fait. Mais dans un couple, c'est pareil, tu vois, en systémique, je dis toujours ça, c'est vous devrez... Alors, je suis moi, imagine tu t'appelles Martine, et on est très amoureux. Plus tu es toi-même à l'intérieur du couple, et plus je suis moi-même à l'intérieur du couple, plus le couple va marcher. Si à un moment donné je me diminue, ou je me surjoue, ou je mets un masque dans le couple, et que toi aussi, à un moment donné, tu voudras redevenir Martine, je voudrais redevenir Théo. Donc le couple finira par être toxique. Plus vous êtes le même au quotidien que dans votre couple, si vous êtes avec vos potes, avec votre parents, vos proches, etc., le même que dans votre couple, il va être très cool, très peinard. Si à un moment donné, vous enlevez une partie de vous-même, vous vous perdez dans le couple. J'ai un jour quelqu'un qui m'a fait une réflexion, et pareil, tu vois... Et quel dire de la crainte, oui, mais si je suis moi-même, je vais perdre l'autre. Ben, c'est que c'est pas le bon. Tu vois, il y a quelqu'un un jour qui m'a fait une remarque, et j'ai trouvé ça magique. Moi, je disais avant, faut pas faire de concessions, faut faire des compromis. Et je me suis fait reprendre, et à juste titre. Il m'a dit, c'est la même chose, en fait. Il m'a dit, compromis et compromission, c'est pareil. Il m'a dit, c'est quoi pour toi la différence entre un compromis et une compromission ? Et tu vois, ça sonne à l'oreille, une compromission, c'est mal, c'est péjoratif et tout. Il m'a dit, mais un compromis, une compromission, c'est pareil, en fait. Tu te compromets à partir du moment où tu t'enlèves une partie de toi, où tu mets un masque pour plaire à l'autre, pour te conformer à ce que l'idée veut le couple. Après, bon, là je vais... Tu vois, je sais pas qui est cette personne qui t'a dit ça, mais bon, moi je nuancerai quand même, parce que tu peux quand même tout à fait faire un compromis. Du moment que ça a été un choix éclairé, si c'est vraiment que tu en as parlé, que c'est communiqué clairement, que c'est aligné avec il faut vraiment que ça soit ok. D'ailleurs, la notion de l'enfant soumis dans l'analyse transactionnelle, il y a l'enfant soumis négatif, tu vois, qui va accepter quelque chose et qui va prendre un timbre, c'est-à-dire une rancœur, qui va nourrir cette rancœur et la garder, et puis ça va repéter plus tard. Et l'enfant soumis positif qui va dire
ok, j'accepte ce truc-là, mais je fais un choix conscient et c'est ok pour moi. C'est ça. Tu vois. C'est, en gros, mais tu viens de décortiquer ce que j'appelle moi justement la non-compromission en fait. C'est j'accepte parce que c'est ok pour moi. J'accepte de me soumettre entre guillemets, mais parce que c'est ok pour moi, pas parce que. Ouais, voilà. Non, j'accepte. Ouais. Vraiment parce que c'est cool, c'est ok. Et quand j'en arrive à là dans le couple, bah c'est génial. C'est génial parce que là j'ai un couple qui est harmonieux, mais c'est un peu être un couple avec mon amoureuse, mon amoureux, mon manager, mon enfant, etc. C'est pareil. Si je suis exactement le même avec mes clients, moi tu me croises dans la vie de tous les jours, tu me croises avec mes clients, je suis le même. Je suis le même. C'est comme ça, tu as une espèce de constance. C'est pas moi qui vais m'adapter aux autres, c'est les autres qui vont se dire ok, je vais faire le deal avec lui parce que lui me correspond ou pas du tout. Ne pas vouloir plaire à tout le monde tout le temps, ça c'est aussi hyper important. T'as plein de profils caméléons chez les burn-outés. Tu sais, ils mettent un masque pour être acceptés, pour être aimés, parce qu'il y a une peur de l'abandon terrible justement chez eux. Et ça revient toujours à la même chose, hein, c'est se recentrer sur soi, nourrir l'amour qu'on a pour soi-même. Et souvent le truc c'est ouais mais je vais devenir un connard ou je vais devenir prétentieux. Non, ça n'a rien à voir. Il y a 50 ça, c'est ce qu'on degrés t'a dit quand t'étais enfant pour te manipuler. Ouais. Parce que Ouais. c'est facile de manipuler quelqu'un à qui tu dis non mais t'es un connard en fait quand il pense à lui. C'est ça. Mais il y a 50 degrés. C'est non, ouais. non. Avant d'en arriver là, t'inquiète pas. T'as de la marge. T'as de la marge. Mais c'est ce qui fait qu'il le fait pas en fait. C'est parce qu'il a l'impression de. Ah oui. Et le processus de. Je sais plus comment on appelle ça. J'ai déjà entendu ça en regardant, je crois, des vidéos sur le narcissisme ou sur les limites, je sais plus, que t'as une sorte de... Ah, putain. De stress à la mise en place de limites. C'est-à-dire... et il y a un mot pour ça. C'est-à-dire que quand la personne qui n'a pas l'habitude de mettre des limites commence à les mettre, elle a ce moment de panique quand elle vient de la mettre... avant et après, en se disant non. Et parfois, elle revient en arrière et elle dit non, c'est bon, tu vois. Et ça, c'est un des problèmes des personnes qui essaient de remettre des limites, c'est qu'elles font cette espèce de truc aller-retour où elles n'assument pas leurs limites jusqu'au bout. Ouais, alors le truc qui est intéressant aussi, et ça, c'est pour tous ceux qui nous écoutent et qui se diraient mais comment je peux faire, c'est très simple. Plus vous le faites, plus ça devient facile. La première fois, vous allez avoir le trouillomètre à 0, la deuxième fois à 0,5, puis plus vous allez le faire, plus ça va être détendu, relax, cool. En fait, c'est de l'apprentissage. Première fois que je prends la parole en public, j'ai peur. La centième fois, qu'est-ce qu'on fait ? On parle de quoi ? C'est en anglais ? C'est en espagnol ? Ok, bon, j'y vais. Parce que c'est toujours pareil, c'est une capacité qu'on apprend en faisant. Et franchement, c'est tous les jours, on peut voir des expériences de ça. L'intérêt, c'est de se centrer sur soi. Si une personne te juge parce que tu as mis tes limites, c'est son problème, c'est pas le tien. C'est son problème, c'est pas le tien. Ça, c'est vachement important à comprendre aussi. Oui, c'est ce qu'on appelle en psychologie accepter d'être le mauvais objet. Oui. C'est-à-dire que l'autre te considère comme mauvais, méchant, connard, c'est ses perceptions. Qui te juge comme il... c'est ses perceptions. Parce que justement, ce type de personnes, j'imagine, ont toujours envie d'être le gentil, le sauveur. Et enfin, moi je pense aussi qu'une personne qui te critique, c'est quelque chose qu'elle a en elle, qu'elle aimerait faire, mais qu'elle n'ose pas, ou qu'elle l'admire chez toi aussi. Ouais. Tu vois, je te donne un exemple. C'est marrant parce que je me suis fait le feedback. Hier, je croise ma meilleure amie. Elle est pas de Paris. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Elle était complètement claquée. Elle rentrait d'un voyage. Et on se sépare et j'étais claqué. J'avais donné une formation toute la journée. Ça faisait 4 jours que je faisais des formations. J'étais claqué. Elle me dit, ouais, tu me raccompagnes jusqu'à la gare. Je te jure, c'est la mission. Moi, le métro, le truc, ça me draine mon énergie. D'un côté, j'étais très content de pouvoir rester plus longtemps avec elle. De l'autre côté, je me suis dit, si je me respecte vraiment, je rentre chez moi, je suis en 10 minutes chez moi et je vais me relax. Si c'était pas mon ami, si c'était pas quelqu'un qui me connaît vraiment, peut-être qu'elle aurait critiqué le fait que j'ai dit, écoute, je vais rentrer. Comme c'est quelqu'un qui me connaît, qui m'accepte, etc., elle a dit, ok, cool, profite. Si elle m'avait critiqué, ça voudrait dire quelque chose, ça voudrait dire que c'est pas quelqu'un qui m'aime, qui me respecte vraiment. Là, elle est ok, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, savoir mettre ses limites, c'est savoir se dire, bah, si tu me critiques, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je respecte mon intégrité. Le fait de ne pas y aller, ça fait que je suis là aujourd'hui en pleine forme, je suis pas complètement fracasse, que je vais mieux servir mes clients aujourd'hui. Ouais, la personne qui respecte pas tes limites, ça dit des choses aussi. Ça dit des choses. Et moi, en gros, si j'avais fait ça, ça aurait été pour lui plaire, pour être aimé, pour être accepté, pour ne pas être abandonné. Mais non, la seule personne que je dois pas abandonner, c'est moi. Répète-le quand même, parce que je pense que ça... c'est moi.
Je vais crever avec une personne qui va me tenir la main, c'est moi-même. Mes enfants seront peut-être pas là, ma femme, j'en aurai peut-être pas, ou elle sera peut-être décédée, ou j'en sais rien. Et l'infirmière, je la connais pas. La personne avec qui je suis venu au monde et avec qui je vais crever, c'est moi-même. Donc, la seule personne que je ne dois pas abandonner, c'est moi. Est-ce que ça fait de moi un connard ? Non. Demain, elle a un problème, elle est à l'autre bout du monde. C'est marrant parce qu'aux États-Unis, ce qui s'est passé, elle a un problème. Mais dans la seconde, je lui ai passé de l'argent. Dans la seconde, j'étais là pour elle. Mais là, en l'occurrence, ce jour-là, c'est pas ok pour moi. Là, je suis en train de m'effondrer. Là, tu me fais partir à la gare de Lyon, là, maintenant, tout de suite, prendre le métro, la ligne 13 qui est bondée, arriver, me poser dans un café sur la gare, je meurs. Je meurs. Je veux plus voir les gens, je veux plus voir personne, je suis épuisé. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu voulais aborder ? Est-ce que tu avais des questions ou des choses que tu voulais me dire ? Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à tout ce qu'on vient de se dire ? Moi, je voudrais faire un lien entre ce que tu fais et ce que je fais. D'accord. Parce que beaucoup de gens, justement, quand elles rentrent en burn-out, elles vont chercher des adjuvants pour pouvoir prendre un petit semblant de plaisir, un petit semblant de kiff, pour justement essayer de contrecarrer leur physiologie qui est en train de les mettre à plat. Ok. Donc tu vois, on a le driver soit fort, qui fait que spontanément, ils vont prendre du poids, que spontanément, ils vont être costauds. Mais il y a aussi un autre truc qui va arriver très fréquemment chez les personnes en burn-out, c'est les addictions. On va tomber dans l'alcool, on va tomber dans la clope, les drogues, mais on va tomber dans une addiction qui est à mon sens l'une des plus terribles, c'est le sucre. Ok. Et t'as plein de personnes qui ont plus finalement que ce petit plaisir simple, c'est simple d'aller dans son placard prendre un truc et se prendre un petit shoot. La drogue glucose, elle est ultra violente, Et ce qui est super intéressant, c'est de voir comment, avec certains effets de levier, donc avec certaines lois de Pareto entre le mental et le body, on peut être capable de balancer tout ça. Une personne qui va retrouver son shape, psychologiquement, dans son estime d'elle-même, dans son amour d'elle-même, dans son respect pour elle. Donc effectivement, quand vous faites un burn-out, quand vous entrez dans cette sphère où vous baissez en estime de vous, ça peut être bien aussi de se dire, ok, comment je prends vraiment soin de mon corps, de mon véhicule, pour pouvoir me revaloriser de l'intérieur. Et c'est là où Alpha Body il est vachement intéressant. Parce qu'avec peu de temps, des effets de levier, un côté fun aussi, tu vois. Je sais qu'il y a des gens de chez moi qui sont partis chez toi, un côté fun aussi à ce que tu proposes. On en reparle. Je vais le faire. Ouais. Il y a un côté fun. Boum. Tu m'as donné envie de faire le tien en tout cas. Tant mieux. Maintenant, ça y est, il est chaud. Je suis très chaud pour faire ton truc. Mais avec tout ça, tu vois, on arrive à avoir cette balance. Il y a un truc marrant. En psychologie, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est la pyramide des niveaux logiques. Ok. Les croyances génèrent tes capacités, qui génèrent tes comportements, qui génèrent tes résultats. Moi, pendant très longtemps, j'avais une croyance, je suis nul en sport. Ah lol. C'est marrant. Pourquoi ? Parce que quand j'étais petit... il t'est arrivé un truc, on t'a dit... Non, quand j'étais petit, c'est simple. Tu sais, quand on faisait des équipes pour faire le foot, pour moi, le sport, c'était le foot. C'était le dernier à être choisi. Ouais, puis moi, je faisais le poteau quand il manquait un cartable, tu vois, pour faire le but. D'accord. Donc, j'étais vraiment nul. J'ai grandi avec ça. C'est marrant. Jusqu'au jour où j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien. Et tu vois, pendant longtemps, moi, dans mon armoire, il y avait des Derby, des Richelieu, il y avait des chaussures comme ça, il y avait des chemises, il n'y avait pas de trucs de sport. Dans la glace, quand je me regardais, il y avait le dad bod, tu vois, le petit truc un petit peu mignon, un petit peu sympa, qui plaît aux femmes apparemment. LOL. LOL. Et quand j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, et que les six-packs sont apparus, et que pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, qu'est-ce qui va se passer ? Au bout d'un moment, à force de voir le résultat, là tu commences à avoir des capacités sportives, musculaires, pulmonaires. Là, ça joue aussi sur tes croyances. Je suis sportive, j'ai confiance en mon corps, j'ai confiance dans mes capacités à me défendre, j'ai confiance dans mes capacités à prendre ma place. Je me souviens la première fois où, tu sais, quand j'étais petit, c'était assez marrant, j'étais vraiment le petit qui se faisait marcher sur les pieds, qui se faisait taper. Et un jour, après, je crois, 2 ou 3 ans, je faisais jiu-jitsu et muscu. À l'époque, j'avais pris pas mal de poids. Je suis arrivé dans une boîte de nuit, il y a quelqu'un qui m'a bousculé tout de suite. Oh pardon, désolé, excuse-moi. Ça faisait plus la même ambiance. Cette capacité aussi à reprendre confiance en son corps, c'est quelque chose d'hyper important pour le mental. Les gens te disent, il y a une énorme influence entre le mental et le corps, c'est vrai. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a une énorme influence entre le corps et le mental. Je te donne une étude qui a été faite. Une personne qui est dépressive, tu lui l'as fait danser pendant 10 minutes, elle n'arrive plus à être dépressive. Parce que quand tu mets ton corps en mouvement, tu sécrètes certaines hormones qui viennent contrebalancer les hormones de stress, les hormones de tristesse, de mal-être, etc. Et donc tu vas aller prendre un médoc naturel
qui va petit à petit faire que, en fait, la vie, elle est cool. Donc, même si vous êtes à un moment donné en burn-out, je sais que quand vous êtes dans la phase super fracassée, c'est pas le bon moment, mais reprenez petit à petit ce mouvement. Le sport, c'est quand même... C'est un super médoc. C'est ok avec le burn-out, parce qu'en fait, la fatigue, finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est que la fatigue, elle est surtout psychologique, et qu'un peu de sport... Alors attends, pas au début. La fatigue au début, quand la prise est débranchée, fous-toi la paix. Dors. Ok, donc t'as un moment de une ou 2 semaines où tu dors, quoi. Même plus parfois. Ok, selon la personne. Ouais. Non, mais dès que tu peux, dès que ça commence à relancer, il faut y aller. Ouais. Quoi. En pétant ton driver soit parfait. Bien sûr, tu feras pas de la performance de ouf. Ok. Mais retourne à la salle, au lieu de soulever 100 kilos, t'en soulèves 30 et reprends le plaisir à bouger dans ton corps. C'est même pas reprendre le plaisir, c'est parce que ton corps rebouge que tu vas reprendre le plaisir. Tu vois ? Donc, retourne à la salle, remets ton corps en mouvement. T'auras pas à ce niveau-là. Mais tu vois, il y a 3 ans, je me pète le genou au jiu-jitsu. On me dit, pendant 1 an, tu vas pas pouvoir combattre. C'est horrible pour moi. J'en fais des cauchemars la nuit. 6 mois après, je suis sur le tatami. Je me fais lessiver par tout le monde. Mais j'ai retrouvé le plaisir d'être dans le mouvement, d'être dans mon sport. Et peu de temps après, je retrouvais mon niveau. Mais si tu y vas en mode, je vais me mettre la guerre, etc., non, c'est pas bon. Vas-y de manière progressive, mais vas-y. Et tu vois, moi, je donne un truc à mes coachés, c'est les gens qui me disent j'aime pas le sport, moi, je leur dis, vous n'avez pas essayé les dizaines de milliers de sports qui existent dans ce monde. Il y en a 30 000. Ah, voilà. Il y en a ceux qui aiment pas la muscu parce que c'est pas assez ludique. Fais un sport de balle. Fais un sport de balle. Moi, c'est l'inverse. J'ai les sports de balle, je peux pas. Et il me faut des sports autres, tu vois. C'est ça. Moi, je suis myope. Le sport de balle, ça ne marche pas. C'est compliqué. Ça ne marche Elle est pas. où la balle ? Ah non, ça c'est Micheline. Pardon. Mais t'en as 10 000, t'as des sports d'équipe, t'as des sports qui sont plus ludiques, t'en as qui sont moins ludiques pour ceux qui aiment pas ça. En fait, c'est ça. Et peu importe l'activité que tu vas faire, de toute façon, ça va faire du bien à ton corps. Ouais. Et donc à ton mental. Sauf, pardon, mais le golf, ça compte pas. C'est pas un sport. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis pour moi, pour le coup, là, c'est pas possible. Non, mais c'est ludique, c'est un jeu. C'est un jeu. Je suis pas d'accord avec toi. Bon, on aura ce petit point. We agree to disagree. J'étais super d'accord avec toi pendant des années. Et un jour, il y a un con qui m'a fait essayer le golf. J'ai tapé dans une balle, j'ai dit, oh, ça y est, je suis piqué. Ah, mais je te crois que c'est sympa. C'est mais l'enfer. Au niveau physiquement, bon. alors, à l'époque où j'étais encore avec la mère de ma fille, elle s'est foutue de ma gueule, comme tu peux pas imaginer. Parce que le samedi, c'est mon jour de jiu-jitsu. Je m'arrête jamais. Je fais 10, 12, 15 combats d'affilée. Je rentre, je promène ma fille, je joue, je fais des trucs, pas de problème. Je fais un parcours de golf où tu soulèves ton sac, tu tapes, tu te concentres, tu marches, tu prends pas la valise, tu prends pas la petite voiture. T'es éclaté. Elle m'a vu, elle m'a dit, mais toi tu fais du combat là, le golf. Je fais vas-y. Et les échecs c'est pas vraiment un sport. Donc let's agree sur les échecs. Ouais, allez. Mais non, le golf, tu sais, tu marches, t'es au grand air, tu te concentres, ça monte, ça descend, c'est... Moi j'étais surpris, je me suis dit, je suis sportif, waouh, je suis éclaté en fait. Ouais, je vois. T'es pas convaincu. Le faux cul. Ouais, je vois, c'est ça. Non, mais c'est... Enfin, pour moi, disons que oui, mais en tant qu'activité, je comprends quand même, mais disons, c'est vraiment... Bon, là, je suis plus dans le truc de la personne qui est en burn-out et qui doit reprendre quelque chose, quel qu'il soit. Donc, si c'est ça, go. Mais si quelqu'un, il est déjà bien, il veut optimiser sa santé, pour moi, ça suffit pas dans un panorama vraiment de... le cardio, tu ne travailles pas des masses au golf, quoi. Et le musculaire encore moins. Musculaire, tu le travailles pas des masses. Voilà, tu vois. Sauf que, en France un peu moins, mais aux États-Unis, c'est tous des monstres, les mecs qui font du golf. Ah oui, mais parce que ça aide. Des programmes de muscu de psychopathes à côté. Quand ils te balancent un long drive à 400 mètres, tu vois Tiger Woods, il est monstrueux, le mec. Ouais. Mais il fait de la muscu à côté. Mais oui, il fait la muscu pour performer au golf. Ouais, c'est ça. Et tu peux faire tout le golf que tu veux, ça va pas te muscler beaucoup. La muscu, de toute façon, je pense que c'est vraiment le core, quoi. C'est vraiment le truc. Tu vois, moi, je fais beaucoup de jiu-jitsu, mais je fais beaucoup de renforcement physique à côté. J'ai un physique, moi, à faire du ping-pong, pas à faire des sports de combat, quoi. Donc, typiquement, mon gabarit, là, je suis à 67 kilos. Je me tartine contre des mecs qui en font 100, 110, etc. Ouais, si je suis pas un minimum... protégé au niveau du physique, je vais me faire mal. Donc je suis obligé de faire cette muscu à côté. Mais je le fais de manière utilisationnelle. Je le fais pas pour devenir Schwarzy, je le fais parce que ça me sert dans quelque chose.
Et si on faisait de la muscu pour s'en servir aussi, pour prendre confiance en soi, pour prendre de l'estime de soi, et si on faisait de la muscu aussi pour pouvoir se dire, quand j'aurais fait ça, je me concentrerai mieux. Parce que c'est ça aussi le sport. Tu vois, t'as plein de gens chez nous qui sont TDAH, et il y a un des trucs qui aide les gens en TDAH, c'est faire du sport. Quand tu fais du sport, tu sécrètes une certaine hormone qui fait que tu vas réussir à être un peu plus posé et un peu plus focus aussi derrière. Donc si t'aimes pas le sport, considère que c'est utilisationnel et que ça va te permettre d'autres choses aussi. Ouais, et c'est souvent... Il y a autre chose aussi, les gens qui me disent la muscu c'est ennuyeux, c'est boring. Bon, là je rentre un peu dans le défense de mon truc, c'est chiant. parce que je leur dis 2 choses. D'abord, t'as pas fait de la muscu, t'as pas fait de force, de la musculation en force comme je fais moi. C'est tellement lourd, t'as pas le temps d'ennuyer. Il faut un tel focus en fait. Tu ne peux pas t'ennuyer en fait. Ça demande une vraie qualité de concentration que t'as pas quand tu fais des séries longues. Ouais. Tu vois, c'est une chose. Et deuxièmement, prends un pote, entraîne-toi avec un pote, discute entre les séries. Ça fait comme prendre un café au café, sauf qu'en plus tu bouges. Moi j'adore m'entraîner avec un pote. On discute, on parle. Tu fais ta série, je t'aide, et on refait le monde un peu. Mais pour moi, c'est la meilleure façon de s'entraîner, à 2. Ouais, et ce qui est intéressant, je trouve avec la muscu, moi je trouvais ça méga chiant. Donc, tu sais, quand on est toujours en recherche d'optimisation du temps et qu'on est curieux de tout, on se dit, mais ça j'aimerais bien découvrir, ça j'aimerais bien découvrir. Aujourd'hui, j'écoute des podcasts. Ouais. Tu vois, sur les temps de pause, sur les 2 minutes, 1 minute 30, parfois 3-4 minutes quand tu fais de la force. J'écoute un podcast. Je suis d'accord. Par contre, un 5x5 à 120 au squat, là, tu mets pas le podcast. Tu mets pas le podcast. T'arrives plus à l'entendre. Tu fais un 5x5 à 160 au soulevé de terre, tu mets pas le podcast. 2 plus 3 égale, je sais pas. Vous me la paix. Ton cerveau, tu l'as mis en pause là. Ah ouais, non. Mais sur les séries longues, moi, je vais, par exemple, si je fais une séance où j'ai squat, soulevé de terre, c'est mort, pas de podcast. Mais après, si je fais un peu de séries longues sur des petits mouvements d'isolation, alors là, je mets le podcast. Tu vois, je vais tu mettre. Bourrines vraiment sur les gros polyarticulaires, quoi. Oui. Mais en fait, les vraies séances alpha body, t'as même pas les non polyarticulaires. T'as que du polyarticulaire. Donc après, tu rentres à la maison. C'est le 80-20. T'as pas besoin du reste. Ça sert à rien. Après, tu rentres, tu prends ton shake. Mais quand je l'ai fait, podcast. Parce que c'est chiant. Ouais. Ou alors copain. Et tu vois, moi, ce que j'ai remarqué aussi, en l'occurrence, chez pas mal de gens qui se sont mis au sport, chez moi aussi, c'est que la muscu devient, au bout d'un moment, quand tu as franchi une barrière, ça devient aussi super intéressant. C'est-à-dire que pendant 6 mois, 1 an, c'est chiant. Et à un moment donné, il y a un cap où tu te dis non, c'est super cool en fait. C'est pas chiant. C'est vrai. Il faut passer ce cap. Et la barrière. C'est assez bizarre, ouais. C'est assez bizarre à expliquer, mais il y a un moment. Ça devient cool. T'es content juste de faire le mouvement. Tu vois, le soulevé de terre. C'est débile. Hein. C'est grisant. Mais j'adore ça. Ouais. T'étais là, tu soulèves une barre. Ouais, super. T'as fait quoi de ta journée ? Tu soulevais des barres. Mais c'est cool. Tu comprends pas pourquoi. Ouais. Mais donc, parfois, il faut juste se dire ok, ça va venir. Ah, ça y est, c'est cool. Donc, c'est une force de motivation. Mais si vous n'avez pas la motivation pour ça, pensez à en quoi c'est important pour vous de faire ça. Certains mecs, c'est pour prendre confiance en eux. Certains mecs, ça va être pour pouvoir être plus beau sur Tinder. Certains mecs, ça pourrait pouvoir juste être mieux dans sa peau pour pouvoir avoir une meilleure santé. Pensez non pas à la roue du vélo, mais à la direction où vous voulez aller. Pensez pas à votre soulevé de terre. Pensez à en quoi c'est vachement important pour vous. Ça vous augmentera votre niveau de motivation aussi. Petite astuce de coach. Ok. Bah écoute, Théo, merci beaucoup pour cet entretien, pour cette discussion. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'était très très cool. De même. Et j'espère que ça va vous aider si vous êtes dans une situation burn-out, pré-burn-out, que vous vous sentez un peu fatigué ou stressé au travail. Mettez en place les choses. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à contacter Théo sur quickchange.net. Yes, merci. Merci à tous. Merci Théo. Ciao. Merci. Ciao.